Bonjour. Bonjour. Permettez déjà qu'on vous demande de vous présenter. Alors, je m'appelle Ibrahima Abdoulhayou Sissé, je suis le chargé de programme éducation au bureau de l'UNESCO à Bamako. Merci de nous accorder cet entretien, M. Sissé. Le bureau UNESCO du Mali mène de nombreuses actions en faveur du patrimoine, mais beaucoup plus largement, mène beaucoup d'actions. Et parmi ces actions-là, il y a des conférences que vous organisez périodiquement, ici à Tombouctou. Et récemment, vous en avez organisé une série. Avec vous, on voudrait déjà revenir un peu sur ces activités-là. Quelles en étaient les principales thématiques et qui étaient, par exemple, les personnes intéressées par cette série de conférences? Merci beaucoup, Albert, pour cette opportunité que vous donnez, vous et votre organisation à l'UNESCO, de parler de ces activités au niveau régional, peut-être aussi au niveau de la ville de Tombouctou. Tout d'abord, peut-être je pourrais commencer par dire qu'à l'UNESCO, nous avons 5 secteurs qui contribuent au mandat de l'organisation. Nous avons le secteur de l'éducation, nous avons le secteur des sciences humaines et sociales, nous avons le secteur des sciences exactes et naturelles, le secteur de la communication et de l'information et le secteur de la culture. Alors, ces 5 secteurs, globalement, interviennent d'une manière ou d'une autre dans la région de Tombouctou ou dans la ville de Tombouctou. Et Tombouctou, pour nous, c'est une ville qui a une histoire particulière dans sa relation avec notre organisation. Ce n'est pas seulement pour le Mali, Tombouctou, c'est pour le monde entier. Et Tombouctou est l'exemple même de ce que l'UNESCO cherche, c'est-à-dire des villes qui sont ancrées dans leur histoire, histoire faite de diversité et ouverte au monde. Pour répondre à ta question par rapport à la conférence, l'UNESCO a décidé d'appuyer la conférence de Gadamès à Tombouctou, organisée par l'Institut de hautes études et de recherche islamique Ahmed Baba. C'est aussi une opportunité pour nous, une opportunité offerte par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, que je tiens à remercier au nom du chef du bureau de l'UNESCO par intérim. Le ministre nous a donc donné une opportunité de nous associer à cette activité-là. Il s'agit pour nous d'appuyer la participation des jeunes chercheurs à cette conférence. La conférence elle-même a pour but de montrer comment les 2 villes de part et d'autre du Sahara ont contribué à bâtir des patrimoines culturels respectueux de la diversité surtout, mais aussi, comme je le disais tantôt par rapport à ce que nous apprécions beaucoup à Tombouctou, le fait que on offre à la jeunesse, aux jeunes de ces communes, de ces pays, de ces villes-là, de s'ouvrir au monde, de se dire qu'en fait leur diversité n'est pas un obstacle pour quoi que ce soit, c'est au contraire une richesse qu'ils peuvent mobiliser pour bâtir des sociétés pacifiques. Et on a besoin de sociétés pacifiques comme tu le sais au Mali et même en Libye, parce que Gadamès c'est en Libye et c'est des pays confrontés à des situations de conflit. Vous l'avez dit, ces conférences visent à ouvrir les villes que sont Gadamès et Tombouctou au monde, mais au-delà, à exposer aussi les savoirs qui y sont conservés depuis. On parle beaucoup de Tombouctou et cela en raison des manuscrits. Et je sais justement que l'UNESCO mène de nombreuses actions en faveur de ces manuscrits. Parlez-nous un peu. Absolument, merci beaucoup. Alors, les manuscrits, c'est peut-être le plus grand trésor de la ville de Tombouctou et peut-être aussi Gadamès de l'autre côté en Libye. Les manuscrits, comme beaucoup le savent déjà, ce sont des documents écrits. Longtemps, l'Afrique a été présentée comme étant une terre d'oralité, où il n'y a pas d'écriture du tout. C'est-à-dire, en fait, notre histoire, elle est basée uniquement sur l'oralité. Tombouctou montre que c'est complètement faux. Non seulement on a une histoire écrite, mais on a une histoire écrite très ancienne. On parle du 13e, 14e siècle. Ce qui est intéressant avec les manuscrits anciens, c'est qu'ils retracent l'histoire de cette partie du monde, non seulement la ville de Tombouctou, mais tout ce qui se passe autour pendant tous ces siècles, c'est-à-dire du 13e, 14e siècle jusqu'à tout récemment encore. Et ce qu'on retrouve dedans, c'est en fait des sciences dans toutes ces diversités, que ce soit l'astronomie, que ce soit les mathématiques, que ce soit les sciences humaines et sociales, aussi qui parlent des relations entre les communautés, de l'histoire, beaucoup d'histoire, une histoire faite des relations de conflits, mais des relations aussi où les gens ont été capables d'aller au-delà de ces conflits-là pour bâtir des ententes, des sociétés qui sont capables finalement en fait de collaborer ensemble pour faire face aux défis de toutes les périodes de l'histoire. Maintenant, si on regarde l'organisation même, l'UNESCO, on a au moins 4 sur les 5 secteurs travaillent sur les manuscrits anciens. L'éducation, par exemple, nous avions jusqu'à tout récemment un projet à l'Institut Ahmed Baba
un projet d'appui à la filière DUT manuscrits anciens. Pourquoi on a appuyé cette filière? C'est parce qu'on s'est dit qu'on est dans une ville qui est en possession des manuscrits très anciens et en diversité, qui sont là dans cette ville-là, mais les jeunes n'ont pas la capacité de contribuer à la préservation, à la sauvegarde, à la valorisation de ce contenu, alors que c'est une opportunité singulière de leur offrir des métiers dans ce domaine-là. Donc l'UNESCO, avec la MINUSMA et l'Université de Hambourg, se sont unis avec l'Institut Ahmed Baba et le ministère de l'Enseignement supérieur pour soutenir la création de cette filière-là et aussi s'assurer que la filière, elle est en articulation avec les besoins du marché au niveau régional et au niveau national. Donc on a donné notre appui à cette initiative gouvernementale, ça c'est une chose, mais aussi à travers le secteur communication et information, nous avons participé, donc l'UNESCO a participé à tout ce qui concerne non seulement la valorisation de ces patrimoines documentaires, mais aussi à l'inscrire dans des registres qui permettent leur protection au niveau international. Donc l'UNESCO a des listes qui, une fois qu'un manuscrit est inscrit sur cette liste-là, nous donne l'opportunité d'être non seulement connu, mais aussi de le protéger et de s'assurer que la valorisation est faite par derrière. Ça, c'est côté éducation et communication et information. Nous avons aussi le secteur de la culture qui a, depuis la fin de la crise, après l'attaque des mausolées et le fait que les manuscrits ont été brûlés avec l'Union européenne qui a financé le projet, nous avons contribué à renforcer la sauvegarde et rapidement à numériser aussi ces manuscrits. Parce que si les extrémistes violents ont pu détruire certains manuscrits en mettant du feu dans la bibliothèque à l'Institut Ahmed Baba, si on avait des copies numériques, aujourd'hui on peut encore se servir de ces copies numériques. Mais à l'époque, on n'avait pas les copies numériques. Donc, l'UNESCO, avec ses partenaires, essaie de soutenir la numérisation de ces manuscrits-là pour s'assurer que ces patrimoines historiques, ces patrimoines culturels restent là et continuent à nourrir le savoir des jeunes générations et surtout à soutenir l'économie locale au niveau de la région de Tombouctou. Donc voilà un peu une sorte d'aperçu sur nos interventions en lien avec les manuscrits anciens. Et parlant toujours des manuscrits, l'UNESCO a aussi contribué à la restauration des bibliothèques où on peut trouver entreposés ces manuscrits. C'est aussi un volet important, en tout cas, des interventions de cette organisation à Tombouctou, de la fin de la crise, vous avez dit, à nos jours. Est-ce qu'on peut aussi avoir un aperçu sur ce travail-là? Oui, comme vous savez, en fait, les manuscrits, c'est à la fois des bibliothèques privées, mais aussi la bibliothèque de l'Institut Ahmed Baba. Il y a des propriétaires privés qui ont des manuscrits conservés dans leur famille, parce que c'est quand même l'héritage familial et ils disposent de ces manuscrits-là depuis des siècles. Et de l'autre côté, nous avons la structure de l'État qui a pour mission aussi d'appuyer la préservation, la protection de tous les manuscrits qui existent au niveau régional et même au niveau national. Ce que nous avons fait, c'est essayer de renforcer les capacités des détenteurs des bibliothèques familiales pour s'assurer qu'ils ont les compétences, les expertises nécessaires pour préserver les manuscrits qui sont à leur niveau. Et surtout aussi, rappeler que c'est ensemble qu'on va pouvoir protéger ces pans de l'histoire de la ville de Tombouctou, du Mali et même d'une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique du Nord. Et c'est ensemble avec les bibliothèques privées et la partie publique, c'est-à-dire l'Institut Ahmed Baba, c'est ensemble qu'on va pouvoir sauver ça. Si on n'appuie pas les bibliothèques privées, c'est un bout important des manuscrits anciens qui risquent aussi de disparaître. Donc il faudrait que tout le monde soit impliqué et que tout le monde accepte de jouer le jeu pour qu'on puisse arriver à la préservation et surtout à la valorisation, parce qu'en fait, on peut préserver, mais à un moment donné, il faut que ces manuscrits aussi puissent permettre aux propriétaires d'avoir des revenus, d'avoir des sources de revenus. Et je pense que c'est aussi là le défi auquel on est confronté, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'ensemble, avec l'État et ses partenaires, mais sous le leadership de l'État, on puisse en fait trouver un moyen pour préserver ces manuscrits et les valoriser au niveau des bibliothèques privées et de l'Institut Ahmed Baba. On se rend compte, quand on y regarde de près, que l'UNESCO déploie beaucoup de moyens, des moyens humains, beaucoup de moyens, des moyens financiers, pour en tout cas faire tout ce travail-là. Mais on n'a pas toujours une idée sur comment cela s'articule, par exemple, avec les priorités du Mali
en ce qui concerne par exemple globalement le patrimoine et disons toutes les perspectives que ça peut offrir. Est-ce que vous pouvez justement nous permettre de comprendre un peu ce lien-là? Merci beaucoup Albert. Ça c'est une question extrêmement importante pour nous. Alors, pour nous, tout ce que nous faisons, c'est à la fois sur les priorités du gouvernement et sous le leadership du gouvernement. Okay. Ces deux-là sont extrêmement importants pour nous. Priorité du gouvernement, c'est-à-dire, en fait, nous ne venons pas avec des initiatives. C'est des initiatives portées par l'État qui sont soutenues par l'UNESCO pour arriver au résultat que le gouvernement a décidé d'avoir. Nous amplifions, nous soutenons, nous apportons un appui technique et un appui financier pour que les priorités gouvernementales, les orientations de l'État soient en fait des orientations qui sont mises en œuvre au niveau de ces initiatives. Maintenant, si on regarde par exemple le secteur de l'éducation, que je maîtrise le plus au niveau de l'UNESCO, par exemple notre appui au niveau du DIT manuscrits anciens, c'est un appui qui est parfaitement en adéquation avec les orientations du PRODEC 2 par rapport à la question de tout ce qui concerne l'intégration des savoirs endogènes, des patrimoines dans les systèmes éducatifs, mais également l'articulation formation-emploi pour s'assurer que les formations sont en adéquation avec les besoins de l'emploi au niveau local, au niveau régional et au niveau national. Donc, appuyer cette filière-là, la création de la filière, c'est appuyer ces orientations du plan sectoriel de l'éducation d'un côté, mais aussi s'assurer que c'est en adéquation aussi avec nous aussi, notre mandat. Parce que notre mandat et nos missions sont très claires. Ça nous dit ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Par exemple, tout ce qui concerne la partie appui technique, appui renforcement des capacités techniques, capacités humaines, capacités technologiques, nous l'avons apporté à l'Institut Ahmed Baba. Donc, ça veut dire que c'est ça notre mandat. Notre mandat, c'est de s'assurer que les enseignants dans cet institut-là ont les compétences nécessaires pour enseigner, s'assurer que l'institut dispose des infrastructures techniques qu'il faut, des infrastructures technologiques aussi, parce qu'on a parlé de numérisation par exemple. Il faudrait acheter les matériels nécessaires, mais pas seulement acheter, il faudrait aussi former pour qu'ils puissent s'en servir, pas seulement pour conserver les manuscrits ou pour les valoriser, mais aussi pour enseigner dans les salles de classe, donc transmettre ces savoir-faire-là aux étudiants qui sont au niveau du DET. Mais on peut dire la même chose pour tout ce qui concerne les autres interventions. Par exemple, ce qu'on fait dans le domaine de la culture est parfaitement en adéquation avec les recommandations des États généraux de la culture qui viennent d'arriver, qui ont été faites tout récemment et dont les recommandations sont parfaitement articulées avec ce que nous faisons. Okay. Tout cela pour dire quoi? Nous voulons mettre en avant le fait que pour l'UNESCO, même le mandat de l'organisation est défini par des États membres, comme le Mali. Okay. C'est eux qui définissent les mandats de l'organisation. Donc déjà, à partir de là, on est en adéquation avec leurs besoins. Maintenant, par rapport à ce qui se passe sur le terrain, c'est aussi l'État qui précise dans ce domaine-là, à travers les documents stratégiques, des documents qui encadrent l'action dans un secteur donné, voilà les priorités dans lesquelles nous voulons que les gens aillent pour qu'on puisse avoir le maximum d'impact. Et donc, du coup, on a tous ces aspects-là. Et aussi, peut-être un autre aspect qu'on oublie souvent, c'est que les États membres de l'UNESCO sont aussi signataires de conventions, notamment côté culture. Par exemple, il y a des conventions sur la promotion de tout ce qui est patrimoine immatériel. Il y a des conventions sur la protection des patrimoines matériels et immatériels. Il y a des conventions qui permettent de lutter contre le trafic illicite des biens culturels. Donc, on a un ensemble de conventions qui sont des arsenaux au niveau juridique qui sont là au Mali, que le Mali a ratifié ces conventions-là et qui permettent en fait au Mali de bénéficier en fait de soutien de l'UNESCO pour renforcer les compétences du ministère de la Culture dans ce domaine-là et s'assurer que ces formations ont un impact réel au niveau du patrimoine. C'est-à-dire qu'on est capable en fait au niveau de la police de frontières de s'assurer que les manuscrits anciens ne vont pas sortir d'une manière illégale du territoire national. C'est quelque chose qui est très important. On a soutenu aussi l'élaboration des politiques nationales qui vont permettre de voir comment est-ce qu'on peut mettre tous les acteurs du système autour de la table pour imaginer quelle serait la méthode la plus efficace pour s'assurer qu'ensemble on converge vers la même direction et avoir un effet beaucoup plus important, un impact beaucoup plus important. Alors, vous avez parlé tantôt de l'éducation. Nous savons que l'UNESCO, à Tombouctou particulièrement, est dans une dynamique d'ouvrir les manuscrits aux élèves, aux étudiants, j'allais dire. Et de plus en plus, on a parlé par exemple de l'érection de Tombouctou en pôle universitaire. Est-ce qu'au bureau UNESCO du Mali, on est en train déjà d'envisager ce que ça peut être ici à Tombouctou, notamment déjà à travers l'IRIAB que vous appuyez?
Mais nous, à l'UNESCO, nous appuyons les initiatives de l'État. C'est l'État qui a décidé de créer les universités au niveau régional et on se réjouit de cette opportunité. Ça permet non seulement de désengorger les universités qui sont à Bamako, mais aussi d'avoir des universités de proximité. Parce qu'en fait, on sait, et c'est documenté, que certaines personnes abandonnent les études parce que tout simplement, il est très difficile d'aller de l'autre côté à Bamako. On est à Tombouctou, on est à des centaines de kilomètres de Bamako, donc avoir une université ici à Tombouctou, qui est une initiative du gouvernement, est une initiative heureuse, une bonne initiative, qui d'ailleurs cadre avec aussi les recommandations des États généraux de l'éducation et qui permettent peut-être aussi d'approcher l'université non seulement des étudiants, mais également des milieux économiques de l'endroit, c'est-à-dire avoir des filières adossées aux besoins ou aux réalités socio-économiques de la région, permettra en fait d'avoir en fait des universités qui vont produire pas des chômeurs, mais des gens qui à la sortie de la formation peuvent avoir tout de suite un emploi au niveau régional. Et comme ça, en fait, on va s'assurer que, je ne sais pas, à Tombouctou, les filières vont s'orienter sur des questions liées au patrimoine, des questions liées aux manuscrits anciens pour être spécifiques, tout ce qui est culture, tout ce qui est langue. Vous avez des génies ici en lettres, je vois partout les maîtres de cérémonie avec des compétences extraordinaires. Je suis sûr que c'est la même chose dans les langues, que ce soit en soraï, que ce soit en arabe. Donc, c'est peut-être des filières aussi qui vont permettre de soutenir ce que les gens ont déjà comme talent ici au niveau local, et vous avez des potentiels énormes au niveau du tourisme, au niveau de l'agriculture. Le fleuve est là, les gens pensent à Tombouctou en pensant au désert, mais moi je pense à Tombouctou avec ses potentiels côté hydro-agricole, toute la zone d'ici tout au long du fleuve, Skagnafunke, toutes ces zones où on peut développer l'agriculture. Et ce qui est bien ici avec cette initiative gouvernementale, c'est qu'elle a été déjà testée à Ségou. Ouais. À Ségou, on a une université qui est là, dont les filières sont des filières articulées aux besoins du niveau régional. Et je trouve ça comme étant une excellente initiative. Et l'UNESCO soutient toutes les initiatives du gouvernement de cette nature qui visent à donner plus d'opportunités d'accès à un enseignement de qualité, un enseignement supérieur de qualité, un enseignement supérieur qui permet d'avoir un travail décent à la fin. Et c'est ce que nous cherchons, parce qu'en fait, ces jeunes qui sont autour de nous, la jeunesse malienne, les jeunes filles et garçons du Mali, s'ils n'ont pas d'opportunité pour avoir une bonne formation, ils n'auront pas d'emploi. Et s'ils n'ont pas d'emploi, on sait qu'on ne va pas sortir de la crise. Il faudrait que toutes ces personnes-là aient des opportunités pour avoir une formation de qualité et avoir un emploi décent. Et je suis certain que ça, c'est le développement durable et la paix durable. Dernière question pour clore cet entretien. Docteur Cissé, je vous sais grand amoureux de tout ce qui touche aux cultures, on va dire, aux cultures locales, aux cultures autochtones. Vous avez participé, je vais dire comme ça, à l'ouverture du festival dédié à la promotion des valeurs culturelles locales, dénommé Festival La Salterre. Qu'est-ce que cela a changé en vous? J'allais dire, en vous, qu'est-ce qui s'est réveillé, ou disons, voilà. Bon, moi, à titre individuel, ça c'est pas du tout UNESCO, à titre individuel, moi, mes souvenirs d'enfance du 22 septembre sont revenus en fait. Tout d'un coup, je vois en fait avec tous les cercles autour des stands, dans les stands, dans cet espace en face du gouvernorat. Je vois la flûte peul, les tam-tam, soraï. J'entends de la musique de tous les tiroirs, de toutes les ethnies. Je vois les couleurs vives, les chapeaux songoï que j'avais pas vu depuis, vu personnellement, vu en vrai. Voir à la télé ou à travers les médias, c'est autre chose. Mais être en contact direct avec ces populations-là, avec cette ambiance-là, sincèrement, c'est mon enfance en fait que j'ai revécu ces jours-là ici à travers ces festivals. Et je remercie au nom du représentant, au nom du chef de bureau par intérim, M. Ali Mohamed Sinan, représentant l'UNESCO. Je remercie vraiment les autorités du Mali parce qu'on nous a donné là une opportunité de nous associer à des initiatives majeures. Par exemple, ce festival-là, c'est la première édition. Donc, on espère qu'on va continuer à rester. On sera toujours là pour soutenir. Nous étions là pour la conférence internationale. C'est la première conférence internationale organisée par l'Institut lui-même, alors que le directeur de l'Institut dit que cet institut, c'est le bébé de l'UNESCO. Donc, on est très heureux d'être autour de la table et d'être présent lors de cette conférence-là.
On était là aussi pour lancer la 5e édition de la Journée internationale du vivre ensemble en paix avec l'ONG Vivre ensemble. Donc c'est une semaine très riche et une semaine qui a beaucoup de sens pour nous UNESCO. Ça symbolise notre constant engagement à soutenir l'État, à soutenir le gouvernement du Mali. Ça signifie aussi pour nous le fait que le gouvernement a décidé de nous associer. Ça veut dire que pour le gouvernement, nous sommes un acteur majeur de ces questions-là. Donc on est très ravis d'avoir été associés à cette initiative et on tient vraiment à remercier le ministre de l'Enseignement supérieur, tous les ministres concernés par la question ou les questions qui ont été, ou les problématiques ou les thématiques qui ont été abordées pendant toute cette semaine-là. On tient vraiment à remercier les autorités et à rappeler que tout ce que nous faisons ici est parfaitement en adéquation avec les orientations des plus hautes autorités. Que ce soit par rapport aux états généraux des différents secteurs, que ce soit par rapport à la vision 2063 qui a été présentée tout récemment aux partenaires techniques et financiers. Tout cela est en adéquation avec ce que le gouvernement a décidé de mettre en place comme cadre global dans lequel les partenaires vont opérer. Je pense notamment aux 3 principes qui sont désormais dans la Constitution du Mali. L'UNESCO s'engage à les respecter et s'engage à continuer à soutenir le gouvernement. Et merci encore à toute la jeunesse de Tombouctou, l'Institut Ahmed Baba, l'ONG Vivre Ensemble, le ISIACA de la délégation spéciale et toutes les autorités à partir du gouvernorat et jusqu'au petit forgeron que j'ai vu dans les stands. Merci beaucoup, c'était un plaisir, hein, Dr Cissé. Merci à vous, Alpha. Ouais. Merci vraiment.